Nouvelle édition, mais aussi nouveau nom et nouveau générique. Bonjour et bienvenue pour un mois de cinéma, la sélection hautement subjective des films à voir dans les semaines à venir. Made in Le Petit Bulletin, bien entendu. Avec ce mois-ci, une sélection de films qui montrent des visions bien diverses de l'Amérique, avec évidemment une petite exception à la fin, pour confirmer la règle. Et on commence tout de suite avec le fabuleux nouveau film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. It's the tail end of the psychedelic 60s, and paranoia is running the day. If it isn't Charlie Manson, it's the LAPD or the FBI or the mysterious body of something called the Golden Fang. Dans les années 70, en Californie, Doc Sportello est un détective privé un brin enfumé, c'est normal, c'était l'époque où on prenait pas mal de substances illicites, et il est chargé de retrouver un promoteur immobilier mystérieusement évanoui dans la nature. Ça, c'est le pitch de Inherent Vice, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Mais quand on aura dit que ce Inherent Vice est adapté d'un roman de l'immense Thomas Pynchon, on va tout de suite comprendre que ça n'a rien d'un polar traditionnel. Pynchon, c'est le romancier de la digression, de l'arborescence narrative, de la folie pop, et évidemment Paul Thomas Anderson est resté fidèle à l'esprit de ce génie du roman américain pour créer un film qui est à la fois totalement étonnant, totalement inattendu, totalement imprévisible évidemment, et en même temps d'une folle drôlerie, constamment inventif et surtout absolument génialement incarné par une bande d'acteurs qui sont au sommet. Évidemment, il y en a deux dont il faut absolument parler. Joaquin Phoenix, qui joue donc le détective privé totalement allumé et aux coupes de cheveux improbables, mais aussi son antithèse, le flic joué par Josh Brolin. Josh Brolin n'a pas toujours été génial dans les derniers films où on l'a vu, mais là, il crève l'écran, il est absolument hilarant d'un bout à l'autre. D'ailleurs, comme ce film, qui est donc pas forcément le film le plus simple de Paul Thomas Anderson, mais c'est un film qui gagnera sans doute au fil des visions et surtout au fil des années pour s'installer comme un grand classique de l'histoire du cinéma américain. J'en ai ma main à couper. Amérique toujours, mais cette fois-ci celle de la lutte pour les droits civiques avec Selma Dava DuVernay qui raconte le combat de Martin Luther King. Attention, je fais une parenthèse, ceci n'est pas un biopic de Martin Luther King, puisque l'action est précisément circonscrite au moment où Luther King décide d'aller à Selma, une bourgade de l'Oklahoma, pour organiser une marche visant à faire reconnaître dans les faits le droit des Noirs à voter lors des élections. Évidemment, ça va se heurter aux difficultés posées par les pouvoirs en place, que ce soit le président des États-Unis Johnson, ou bien un gouverneur de l'Oklahoma particulièrement raciste, et génialement interprété par Tim Roth. Donc là, on est face à un film qui est typiquement un film à Oscar. D'ailleurs, le film était nommé dans la catégorie meilleur film cette année, mais là où Selma est quand même encore un peu comme Imitation Game au-dessus du lot, c'est parce qu'il est très honnête et très pédagogique dans son approche. Il n'y a pas tellement de pathos là-dedans, il y a la volonté de reproduire les choses au plus près de ce qui a pu se passer. D'ailleurs, le film est émaillé de comptes rendus d'écoutes faites par le fameux J. Edgar Hoover de Luther King, et puis il y a aussi une volonté vraiment d'essayer de créer une fresque qui soit à la fois unanimiste et en même temps simple d'accès pour le spectateur. On cherche pas à faire de grandes leçons, on cherche juste à vraiment raconter ce combat-là avec les doutes de Luther King, avec aussi parfois sa volonté farouche d'aller jusqu'au bout de son combat. Le film est assez réussi, le film est très classique, mais en même temps il est extrêmement plaisant à voir, un tout petit peu long, mais on prend quand même pas mal de plaisir à voir ce Selma Dava DuVernay. How are you doing, Jerry? Very well, thank you. Do tell. They like me at work? You have the greatest hair, Tom. In the back. It's awesome. L'Amérique, ce sont souvent les cinéastes étrangers qui en font le portrait le plus caustique, et c'est le cas avec Marjane Satrapi pour son nouveau film The Voices. Au départ, The Voices, c'était une pure commande, c'est-à-dire faire un petit film d'horreur fauché, aux États-Unis donc, avec un casting prestigieux, Ryan Phillippe, Gemma Arterton, mais avec Marjane Satrapi et son caractère bien trempé, évidemment, il faut s'attendre à toute autre chose à l'arrivée, puisqu'elle a décidé plutôt de se référer au cinéma d'horreur parodique des années 80, par exemple les films de Sam Raimi ou ceux de Joe Dante, pour dresser le portrait d'un type a priori banal, qui en fait se révèle un dangereux schizophrène qui parle avec ses animaux de compagnie, un chat qui représente la voix méchante dans sa tête et un chien qui représente la voix gentille dans sa tête, et qui va en être amené à tuer un certain nombre de personnes tout au long du film, tout en gardant un sourire radieux, comme s'il était constamment pris dans une glu d'antidépresseurs qui lui permettent de voir la vie en rose. Bien sûr, tout ça dresse une peinture assez décalée et évidemment assez originale de la vie au
aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté le cauchemar, de l'autre la vie en rose climatisée, magnifique, où tout est beau, tout est propre et tout est gentil. Bien sûr, Marjane Satrapi là-dessus a un vrai regard de cinéaste. C'est juste dommage que son film s'effondre un peu dans sa deuxième partie et aussi qu'elle y ait ajouté un générique final qui sent un peu trop le film culte prêt à emballer. C'est dommage, mais malgré tout, The Voices, c'est quand même un bon défouloir et un bon moment de cinéma popcorn. Amérique encore et toujours avec Hacker, le nouveau film de Michael Mann, très attendu et un peu décevant. Car si on enlève un scénario de duel de pirates informatiques auquel on comprend à peu près rien, si on enlève une histoire d'amour à laquelle on a quand même bien du mal à s'attacher, si on enlève un Chris Hemsworth baraqué qui a l'air de jouer dans le mauvais film, qu'est-ce qui reste ? Il reste quand même 50 minutes de film d'action absolument époustouflant. On a rarement vu Michael Mann à ce point maîtriser les scènes de gunfight en pleine rue, avec ce réalisme magnifié par la vidéo HD, à un point, là encore, totalement inouï. Évidemment, Hacker est un film plein de défauts, mais en même temps, il est tellement rare de voir sur un écran un cinéaste arriver par sa seule mise en scène à transcender un matériau aussi inégal et même parfois assez pourri que celui donc du scénario de Hacker, qu'il faut quand même se déplacer en salle pour se prendre cette claque monumentale, quand bien même elle ne serait qu'une moitié de film. Oh, Micha. Bah ça va pas, non? Vous venez de vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là ? Quand ça me concerne. Après ce petit panorama non exhaustif du cinéma américain, retour en France avec A3, on y va, de Jérôme Bonnel. Jérôme Bonnel, il est en train de construire une œuvre film après film, sans jamais signer de chef-d'œuvre, mais en imposant une petite musique que l'on retrouve donc dans A3, on y va. A3, on y va, c'est l'éternel sujet du ménage à trois, en l'occurrence 2 filles, un garçon, plein de possibilités par-delà les barrières sexuelles. Le film oscille donc entre le vaudeville, avec l'amande dans le placard, les portes qui claquent, tout ça, mais aussi quelque chose qui est beaucoup plus proche de la tragédie, comment arriver à dire son amour à 2 personnes que l'on aime en même temps. Voilà, Bonnel arrive à partir de ce matériau-là à faire un film très singulier, souvent plaisant, très bien écrit, particulièrement bien vu, notamment lorsqu'il s'agit de décrire l'environnement professionnel des personnages, notamment le milieu de la justice, qui est assez rare dans le cinéma français. Il est très bien aidé, notamment par une actrice exceptionnelle qui est Anaïs Demoustier, qui elle aussi, petit à petit, arrive à construire une œuvre par-delà tous les films dans lesquels elle tourne. Et on peut dire que A3, on y va, c'est évidemment pas un immense film. Il y a quelques faiblesses, il y a un personnage qui est insuffisamment développé, et on peut même dire que la fin est assez loupée, notamment par son côté retour à l'ordre moral. Malgré tout, Jérôme Bonnel, c'est toujours plaisant de suivre justement la manière dont son œuvre évolue. C'est toujours plaisant de retrouver son cinéma. Et A3, on y va, à ce niveau-là, est absolument recommandable. Voilà, un mois de cinéma, c'est terminé. On se retrouve au mois d'avril pour un nouveau commentaire hautement subjectif des films à voir dans vos salles.